C'est un parcours hyper inspirant. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Comment toi, tu arrives à créer Blendies? Comment juste avant, tu arrives chez Salesforce? Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé la vente à l'âge de 14-15 ans aux puces de clients courts. C'est une petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'à la base, j'ai vendu des Clarks, j'ai vendu des cuirs aux puces de clients courts, c'était pas facile. J'ai vendu des jeans, j'ai vendu des baskets. Donc à 14 ans. À 14-15 ans, exactement. Donc j'ai commencé dans cet écosystème. Et ce qui est assez particulier aux puces de clients courts, c'est que en gros, il faut avoir le hustle. Parce qu'en gros, ça va très vite. Tu as un passage, ce qu'on appelle le food flow, qui est assez important. Moi, je travaillais au marché Malik. Et donc, du coup, tu peux avoir 10 personnes, 20 personnes qui viennent par vague. Et donc, il faut savoir un peu alpaguer les gens pour les faire rentrer dans ta boutique. Et une fois que tu les as fait rentrer dans ta boutique, il faut être en capacité de dépenser. Alors, des fois, il y a des gens que tu arrives à convertir et il y a des gens qui viennent tout seuls par eux-mêmes. Et après, il faut essayer de les convaincre qu'effectivement, c'est le bon produit pour eux. Donc ça, c'est les premières expériences de vente que j'ai eues. J'ai continué aussi au Sentier. Je travaillais au Sentier où là, c'était plus dimensionné parce qu'en fait, c'est de la vente en gros. Donc ça reste dans le textile, ça reste un peu dans cet écosystème-là, mais c'est sur, je dirais, des volumes qui sont différents. Et on travaille avec des professionnels, plutôt du B2B. Donc, par exemple, des revendeurs, etc. Donc, c'est un peu plus élaboré. C'est OK, quel est le prix que tu me fais? Je te prends 5, non, 50, 200. Donc, il y a un peu cet aspect. Il faut avoir du bagou. Négociation, il faut être très bon en négo parce que eux ne lâchent rien et toi, tu dois ne rien lâcher. Donc, du coup, c'est là où j'ai fait mes armes. Ensuite, du coup, parallèlement à ça, je faisais mes études. C'est-à-dire que par nécessité, j'étais obligé de travailler. Pourquoi j'ai travaillé au plus de clients courts et au Sentier? Parce qu'il était possible de travailler le samedi, dimanche. Donc du coup, ça facilitait. La semaine, je faisais mes études et samedi, dimanche, je charbonnais à l'époque, comme on dit, aux puces. Et ensuite, du coup, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Quand j'ai fait mon école de commerce, donc j'ai fait l'EDEC, j'ai eu l'opportunité de monter 2 entreprises. J'ai fait une première entreprise dans le négoce, donc où là, je faisais de l'import-export de produits orientaux. Et ensuite, j'ai contribué à la création d'une entreprise dans les pompes funèbres. Donc la première entreprise, malheureusement, elle n'a pas bien fonctionné pour des problématiques de BFR, de besoin de fonds de roulement, où en gros, j'achète comptant des marchandises. Donc j'achetais des conteneurs de pois chiches, de couscous, et je les revendais à des retailers, et eux me payaient quand ils avaient envie de me payer. Donc forcément, mon BFR, pour pouvoir en fait faire tourner la machine, j'avais toujours besoin de cash, et c'était très difficile d'être le middleman. Et en plus, dans l'alimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que la marge est très réduite. Donc, il faut faire énormément de volume pour être capable d'avoir une capacité d'autofinancement pour pouvoir gérer ces opérations. Donc, du coup, ça n'a pas forcément bien marché, même si on avait réussi. Là, tu as quel âge là? Là, j'avais 21 ans. Ok, d'accord. 21 ans, j'avais fait, la boîte, elle a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, dès la première année, on avait carburé, mais on a dû arrêter l'affaire. Et ensuite, j'ai appris de mes erreurs, puisque je me suis dit, bon, je ne veux pas m'arrêter sur cet échec. Je l'avais fait en fait quand j'étais encore en césure, cette première boîte, et je me suis dit, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie d'apprendre de mes échecs et j'ai envie de me dire que je peux réussir à monter une boîte. Et du coup, j'ai fait une deuxième entreprise où là, c'était sur les pompes funèbres. Et dans les pompes funèbres, il y a 2 aspects qui étaient très positifs. C'est que d'un côté, on a en fait une marge qui est très forte, puisque c'est du service, et il n'y a pas de problématique de cash flow. Puisque quand quelqu'un est décédé, c'est très simple. Si vous voulez enterrer le corps, il faut payer, sinon le corps ne bouge pas. Donc c'est un peu triste, mais c'est la réalité des choses. Donc du coup, c'est un marché qui fonctionnait, qui était en train de se développer. Pourquoi il était en développement? Puisqu'en gros, pendant les 30 dernières années, on avait les baby boomers qui avaient gagné en espérance de vie et qui, à l'époque, commençaient à arriver à la fin de leur espérance de vie. Donc du coup, il y avait un nombre de décès qui était beaucoup plus important. Et donc moi, j'ai surfé sur cette vague pour lancer une première agence. Et puis après, la personne avec qui on l'avait fait, elle a lancé d'autres agences. Okay. Donc voilà un peu le parcours. Donc quand j'étais encore étudiant. Et puis ensuite, du coup, j'ai travaillé diplôme en poche, j'ai travaillé donc dans des entreprises plutôt des grosses boîtes. J'ai commencé donc chez LVMH. J'ai fait chez LVMH donc de la ressource humaine, des ressources humaines. Donc là, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la revue des organisations,
comment identifier les bons profils et hauts potentiels et comment les faire grandir au sein du groupe. Donc ça, c'était le gros travail que j'ai fait. Ensuite, j'ai travaillé dans des côté opérations, sales opérations, donc chez L'Oréal, où j'ai fait donc, du terrain. J'ai commencé en tant que commercial où je vendais des crèmes hydratantes. Okay. Donc je suis revenu sur le terre-terre et donc j'ai vendu de la Roche-Posay, Sanoflore, et ensuite je suis monté au siège où là j'étais donc responsable des opérations commerciales. Je reportais au directeur commercial et là en fait c'était toute la construction du chiffre avec les différents cycles commerciaux, quelles vont être les ressources qu'on aligne, comment on fait en sorte que le plan marketing annuel soit aligné en fait à l'exécution commerciale, etc. Et en étant dans cette position-là, qui était très transverse, en gros, puisque j'étais vraiment touche à tout, du coup, en fait, j'ai poussé la solution Salesforce. J'ai essayé de convaincre en fait, les équipes de passer sur Salesforce parce que j'y voyais de la valeur pour les commerciaux. On est à quelle année Là, on est en… Ça doit être en… Alors, je dois avoir 26 ans, 27 ans, un truc comme ça. Donc là, effectivement, on pousse la solution. Malheureusement, ça passe pas parce que à l'époque, l'informatique, le département informatique avait fait un choix SAP et donc n'était pas prêt à changer. Et donc du coup, c'était pas possible en fait d'acheter Salesforce pour les équipes métiers, en tout cas, donc pour les équipes opérationnelles. Et donc du coup, il y avait une petite frustration, mais Salesforce en fait m'a proposé de les rejoindre. Donc du coup, j'ai rejoint Salesforce, j'ai travaillé sur le compte L'Oréal et le deal sur lequel j'avais bossé en étant chez L'Oréal, on l'a closé chez Salesforce. Donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, le fait de garder dans le pipeline ces dead opportunités, et ça peut marcher puisque effectivement le deal a été closé en étant chez Salesforce alors que moi j'y avais bossé 2 ans auparavant. Et puis ensuite, une fois effectivement que j'ai travaillé sur cette industrie en tant que commercial, j'ai été promu donc, en tant que manager commercial. Donc, je suis parti à Dublin où j'ai géré une équipe de commerciaux sur la région marché émergent. Donc, j'avais le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe de l'Est. Et donc là-dessus, j'avais des commerciaux qui vendaient, donc qui identifiaient du business pour potentiellement vendre la solution Salesforce. Et après 4 ans chez Salesforce, fort de ce parcours, je me suis posé des questions. Je me dis, OK, pourquoi pas revenir à l'entrepreneuriat? C'est peut-être le bon moment pour moi et tout ça. Et donc, du coup, je suis encore jeune, à l'époque j'avais 30 ans. Donc, je me suis dit, c'est maintenant où je peux encore faire ce choix de revenir à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est de cette manière-là que, du coup, je me suis relancé dans le truc. À la base, moi, je voulais faire de la reprise. J'avais identifié certaines cibles que je voulais reprendre. Je voulais faire du reprenariat. Ça, c'est pas fait. C'est quoi le reprenariat? Le reprenariat, c'est de ne pas faire de la création, c'est de faire de la reprise d'entreprise, c'est-à-dire de racheter une boîte. Donc du coup, tu identifies des cibles et derrière, tu essayes de racheter cette boîte-là et tu as plusieurs leviers. Généralement, c'est des boîtes en perdition ou… Pas forcément. Ça peut être des boîtes rentables, ça peut être des boîtes en perdition. Après, ça dépend quel est le projet. Mais l'idée, c'est d'identifier des cibles et ensuite, derrière, de pouvoir racheter la boîte, soit avec du fonds propre, si ça ne coûte pas très cher, soit avec de la dette, soit potentiellement, tu peux également passer par des fonds qui sont spécialisés dans ça. Donc moi, c'était ça ce sur quoi je voulais bosser. C'était ça l'idée que j'avais. Ça, c'est pas fait parce que j'avais identifié des cibles, mais je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Mais j'avais, dans le même temps, rencontré Jean-Philippe dans le cadre du programme Entrepreneur First, puisque j'y avais été invité. J'avais été référé sur ce programme-là. Et là, c'était un programme de création d'entreprise. Et donc, du coup, c'est ça qui a abouti. Pas la reprise, mais la création. Et depuis, je suis à 100% sur Blendies. Et le constat, en fait, pourquoi on a lancé Blendies, c'est parce que moi, fort de mon expérience chez Salesforce, Jean-Philippe, fort de son expérience chez IBM, on avait identifié que effectivement le sujet d'intégration était un sujet. On avait identifié que les API, c'était un domaine sur lequel nous, on voulait travailler. Et puis ensuite, on a itéré, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, où on a identifié quels étaient potentiellement les bons sujets sur lesquels il fallait se focuser sur cette notion d'API. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a créé Blendies. Après, moi j'ai une conviction très forte, c'est qu'aujourd'hui, les PME, les ETI, elles ont une vraie opportunité de se transformer. Et ça, c'est une conviction assez forte.
parce que le Covid les pousse aujourd'hui à consommer d'autant plus de logiciels, les pousse à revoir leur business model, et donc l'usage des logiciels, il devient critique dans ce contexte-là, et c'est un accélérateur en fait pour eux. Et du coup, les PME et les ETI qui pendant très longtemps sont restées sur des rentes parce qu'elles étaient en place, etc., aujourd'hui elles sont obligées de shifter et de se dire, ok, potentiellement, je dois mettre en place de nouveaux modes de distribution, de nouveaux modes de communication avec mes clients, et donc je suis obligé d'aller acheter des logiciels et donc d'interfacer ces différents logiciels. Donc nous, il y a une vraie opportunité pour nous, puisque nous, on sait que les PME, elles ont un besoin, les PME ETI, elles ont un besoin de transformation. De l'autre côté, il y a un nombre de logiciels qui augmente, et donc, fort de tout ça, il faut créer de la connectivité entre… Pour accompagner ce changement. Exactement, ce changement. Et un exemple très concret, si on prend par exemple les restaurateurs, ou si on prend par exemple les retailers, c'était impensable, il y a encore 2 ans, avant le Covid, qu'ils mettent en place du click and collect. Tu vas voir un petit restaurateur, mais il te dit click and collect, c'est pour McDo, c'est pour jamais, ou c'est pour Amazon. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul e-commerce, il n'y a pas un seul commerçant qui ne se met pas sur du click and collect, sinon il meurt. C'est l'environnement qui a poussé à exactement, la mutation. donc le Covid a forcé cette mutation. Si on regarde aussi les autres commerçants qui ne sont pas forcément du click and collect, aujourd'hui, ils ont une opportunité d'aller sur des marketplaces. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre en place un site e-commerce et en même temps, ils ont des produits en stock, donc il faut les vendre. Donc potentiellement, ils se mettent sur des marketplaces, sur de l'Amazon, sur ce discount, etc. Ça, il y a 2 ans, c'était un petit e-commerçant, il ne se posait pas la question. D'ailleurs, je crois que Miracle, donc qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans les marketplaces, une des actions qu'il a eues et qui prouve qu'effectivement il y a cette mutation qui a été accélérée par le Covid, c'est qu'il a mis à disposition sa plateforme pour les e-commerçants, pour les commerçants durant le Covid pour qu'ils puissent mettre en place des marketplaces. Donc ils ont, je ne sais plus c'est quoi exactement le programme, mais en tout cas ils ont prévu le truc. Donc ça veut dire que ces entreprises-là aujourd'hui, elles sont obligées de se transformer, elles sont obligées d'adopter de nouvelles technologies pour mieux gérer le parcours client, pour aller sur de nouveaux canaux de distribution qui sont digitaux. Et donc, nous, c'est une aubaine pour nous parce que potentiellement, on est spécialisé dans cette interopérabilité et on peut les accompagner pour aller plus vite dans leur transformation. C'est top, je pense qu'on va finir sur ça. Merci beaucoup, Amine. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Yes.